Durant l'ère des colonisations, lorsque des puissances européennes comme l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et les Pays-Bas rivalisaient pour explorer et conquérir des territoires au-delà de l'océan, la navigation à voile était le moteur de l'expansion. Les navires partaient avec des centaines de marins, des provisions limitées et des cartes souvent incomplètes. Mais aussi courageux que fut l'équipage et aussi avancée que fut la technologie de l'époque, il y avait un ennemi invisible qui pouvait faire échouer n'importe quelle expédition, le vent. Si un navire devait aller vers l'ouest, mais que le vent soufflait de l'ouest, que pouvait-il faire ? À première vue, cela semblait une contradiction impossible à résoudre. Et pourtant, ces navires ont traversé des océans entiers. Magie ? Chance ? Non. Pure intelligence maritime. La plupart des gens pensent que la Hema, pensent que les bateaux à voile ne se déplacent que lorsque le vent souffle par l'arrière, poussant les voiles comme s'il s'agissait de cerfs-volants. Cette idée, bien que logique, est incomplète. En réalité, les marins du XVe siècle savaient déjà qu'ils pouvaient exploiter le vent, même lorsqu'ils venaient d'une direction opposée à leur destination. Ils le faisaient grâce à une technique connue sous le nom de louvoyage ou navigation au plus près, ou à la bouline, qui ne consistait pas à affronter directement le vent, mais à le contourner en angle. Pour comprendre cela, il faut cesser d'imaginer le vent comme une force qui pousse et commencer à le voir comme quelque chose qui peut être dévié, canalisé et redirigé grâce à l'utilisation intelligente des voiles. Ainsi naissait la capacité de naviguer contre le vent. Bien qu'en vérité, il s'agissait de le contourner. Les navigateurs expérimentés savaient qu'ils ne pouvaient pas avancer en ligne droite face au vent, mais qu'ils pouvaient s'en approcher par un mouvement en zigzag. Imaginez que le vent souffle du nord et que votre navire doit aller vers le nord. Au lieu d'aller tout droit, ce qui est physiquement impossible, le navire vire légèrement vers le nord-est, puis vers le nord-ouest, et répète ce schéma en forme de Z. Chaque segment rapproche le navire de sa destination finale, bien que cela prenne beaucoup plus de temps et d'efforts. Ce schéma est appelé « tirer des bords ». C'était une manœuvre compliquée qui exigeait précision, discipline et une connaissance approfondie du comportement du vent. Et sans cette technique, ni Colomb, ni Magellan, ni Vasco de Gama n'auraient pu arriver là où ils sont arrivés. C'était la clé cachée de l'expansion maritime européenne. La clé pour comprendre comment un navire pouvait avancer avec le vent contraire réside dans la forme de ses voiles et dans l'angle auquel elles étaient positionnées. Contrairement aux voiles carrées traditionnelles, qui étaient excellentes pour les vents arrière mais inutiles face au vent, les caravelles et les galions du XVe siècle incorporèrent des voiles triangulaires appelées voiles latines, héritées de la navigation arabe. Ces voiles n'étaient pas poussées par le vent, mais généraient une force d'aspiration, portance, similaire à celle des ailes d'un avion. En les plaçant en angle face au vent, l'air s'écoulait plus rapidement d'un côté que de l'autre, créant une différence de pression qui entraînait le navire vers l'avant, bien que de manière indirecte. C'était une utilisation avancée des principes aérodynamiques, des siècles avant qu'ils ne soient compris scientifiquement. Cette innovation, combinée à des coques plus étroites et à des gouvernails plus précis, transforma les navires européens en véritables machines de conquête océanique. Ce phénomène permettait aux navires de naviguer à un angle d'environ 45 degrés par rapport au vent. C'est ce qu'on appelait l'angle de remontée au vent, ou allure du plus près. Naviguer à cet angle n'était pas simple. Cela exigeait des manœuvres constantes, une coordination entre le timonier et les marins,
et une lecture continue du comportement du vent. De plus, le mouvement en zigzag, ou bordé, non seulement allongeait la durée du voyage, mais usait aussi davantage les voiles et mettait à l'épreuve la résistance physique de tout l'équipage. De nombreux marins passaient des heures entières à grimper au mât, à ajuster les cordages et à changer l'orientation des voiles à chaque virement de bord. Par tempête ou dans des zones au vent changeant, la situation devenait encore plus critique. Mais tous ces efforts en valaient la peine. Grâce au loup-voyage, les navires pouvaient retourner en Europe depuis les Amériques ou explorer des côtes inconnues sans rester piégés dans des zones de calme plat ou loin du vent favorable. Un autre élément vital pour naviguer contre le vent était la quille profonde, une structure qui dépassait sous la coque du navire. Cette partie, souvent ignorée par les non-experts, agissait comme un plan anti-dérive. Tandis que le vent poussait latéralement le navire en raison de la force de l'angle, la quille résistait à cette poussée et convertissait une partie de l'énergie en progression vers l'avant. Sans elle, le navire dériverait simplement sur le côté, sans gagner de terrain réel. Cette combinaison de conception navale, de stratégie de voilure et d'expérience pratique transforma la navigation européenne, permit aux Portugais de contourner l'Afrique et aux Espagnols de traverser l'Atlantique. En résumé, naviguer contre le vent n'était pas de la magie, c'était de la physique appliquée avec une précision admirable pour son temps. Grâce à cela, les Européens purent non seulement atteindre de nouvelles terres, mais aussi rentrer chez eux chargés de trésors, de cartes et de récits qui changeraient à jamais la géographie du monde connu. Sans la capacité de tirer des bords contre le vent, de nombreuses expéditions seraient restées piégées, incapables de quitter des côtes lointaines ou de revenir avec des informations vitales. La technique du loup-voyage transforma les navigateurs en véritables stratèges de la mer, capables de tracer des routes complexes dans des conditions hostiles. Elle permet de connecter les continents, d'ouvrir de nouvelles routes commerciales et de soutenir l'expansion des empires. Si le navire à voile était le corps de l'exploration, l'habileté à naviguer contre le vent en était le cœur. Sans elle, le XVe siècle n'aurait pas été l'ère des grandes colonisations, mais celle des grands naufrages. Même aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le génie qu'impliquait ce système. Imaginez être au milieu de l'Atlantique avec seulement l'horizon autour de vous, sans moteur, sans radar, sans GPS. Chaque décision dépendait de la compréhension du ciel, de la mer et du vent. Les capitaines de cette époque étaient des météorologues, des physiciens et des ingénieurs intuitifs. Chaque voyage était un pari contre la nature, mais plus ils apprenaient à jouer avec le vent, plus loin ils arrivaient. Contrairement à ce que beaucoup croient, le vent n'était pas un obstacle absolu, mais un allié difficile, exigeant, comme un cheval sauvage. Il ne pouvait être freiné, mais il pouvait être dompté. Telle fut la grande différence entre les empires qui réussirent à s'étendre et ceux qui restèrent enfermés sur leurs propres côtes. Ce n'était pas seulement une question de courage, mais davantage de techniques raffinées, apprises au fil de générations d'essais et d'erreurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez une ancienne peinture d'un galion traversant une mer agitée, souvenez-vous, ce n'était pas seulement le vent qui le déplaçait, mais l'ingéniosité humaine. Naviguer contre le vent n'était ni une astuce ni une exception. C'était le résultat de siècles d'observation, d'adaptation et d'audace.
C'est cette capacité qui permit à Christophe Colomb de retourner en Espagne après avoir atteint l'Amérique, à Magellan d'entamer le premier tour du monde et aux Portugais de trouver de nouvelles routes vers les Indes. Sans cette connaissance, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait probablement pas. Et vous, pensiez-vous qu'il était possible de naviguer contre le vent au Xe siècle? Laissez-le dans les commentaires. Abonnez-vous si l'histoire réelle vous passionne et accompagnez-nous dans notre prochain voyage à travers le temps.